Et c'est très grave parce que ces faux articles sont responsables de la mort de beaucoup de gens dans le monde. La peur du virus impacte gravement la santé psychologique de très très nombreux de mes patients. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. On n'est pas fait pour la vérité. C'est chiant la vérité, et c'est dangereux. Tiens, disons que vous êtes Cro-Magnon il y a 40 000 ans. Un buisson se met à bouger. Soit vous décidez que c'est une bestiole pas sympa et vous partez en courant, soit vous allez vérifier. Mais 9 fois sur 10, ce sera le vent. Le problème, c'est que la 10e fois, vous êtes mort. Du coup, depuis 40 000 ans, on repère les motifs et les séquences et on relie les points. Ça n'a pas besoin d'être vrai, ça doit être vraisemblable. La paranoïa, bien sûr, ça a pas que des bons côtés, mais il faut reconnaître que ça a sauvé des vies. Vous voulez un exemple ? Je parie que vous avez entendu parler de Hold Up, le documentaire événement qui revient sur la crise du Covid-19 et dont on vient de voir un petit extrait. 2h45 d'enquête, des entretiens avec des médecins, épidémiologistes, chercheurs, députés, prix Nobel, et à la fin cette impression incroyable. On les connaît ces faits, on la connaît cette histoire, et pourtant on n'aurait jamais fait les mêmes liens entre toutes les étapes que les protagonistes du documentaire. Des points qui dessinent des motifs puis les séquences. Coïncidence ou histoire glaçante ? C'est la question que pose un ancien directeur de la recherche chez Pfizer. Je n'aime pas penser à une sorte de conspiration, mais quelqu'un m'a dit l'autre jour, tu peux pas te tromper à ce point-là pendant si longtemps si tu n'en as pas l'intention. Rappelez-vous ce qu'on nous disait sur les masques. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé. Là on se demande, s'ils ont menti sur ça, sur quoi ils ont pu mentir d'autre ? Eh ben c'est parti. Ouvrez les yeux. Dès le mois de juin, le professeur Perron alerte l'opinion publique française avec ce constat effrayant. On pourrait se poser la même question concernant l'OMS. C'est un fait, l'OMS s'est beaucoup planté. Écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. La peur, la peur, la peur, on a peur, on a peur. Là encore, c'est un fait, relevé par l'INA. Sur les 55 jours du premier confinement, 74% du temps d'antenne des chaînes télé a été consacré au coronavirus. 4381 heures en tout, rien que pour les chaînes d'information continue. Ce qui fait 13 heures et 17 minutes par jour. Comme par hasard, il n'y a pas eu de grippe cette année. Encore un fait, à nuancer par l'éruption du Covid en pleine saison de grippe, mais l'année dernière, il y a eu 1,25 million de consultations pour la grippe, contre 1,8 million l'année d'avant. Quand on a vu arriver ce décret le 25 mars, on s'est dit, ça va être rectifié. Ça a été rectifié le lendemain, mais en pire. L'hydroxychloroquine est réservée uniquement à l'hôpital et pour les cas graves. Là, j'ai pas besoin de préciser, sauf si vous avez été confiné au pôle Nord, vous savez que la vente d'hydroxychloroquine a été restreinte en France, au cœur des polémiques autour du traitement de Didier Raoult. Et puis, il y a eu la publication d'une étude biaisée dans le Lancet. Le système est devenu fou. On prend le sein du sein, c'est-à-dire le Lancet. Ah ouais, et pour lui faire dire quoi ? L'hydroxychloroquine, non seulement ne marche pas, mais est extrêmement dangereuse. N'importe quoi. Enfin, je suppose, je suis pas ministre. Une étude rétrospective sur 5 continents, c'est beaucoup d'argent. Et qui c'est qui paye ? Qui a payé ? Qui est derrière ? C'est un scandale monstrueux. Voilà, maintenant qu'on a les premiers faits, on va commencer à remplir le vide autour. À chercher à rationaliser un monde qui l'est pas, à repérer des motifs et des séquences. Mon Dieu, que dire ? J'en perds mon latin encore une fois. Je pense que les auteurs de ces articles devront un jour rendre des comptes devant l'humanité. Ça fait 15 ans qu'on sait que l'essentiel de ce qui est publié est faux. L'essentiel ? Comment on le sait ? Ça a été le titre d'un article du professeur John Ioannidis, « Pourquoi la plupart de ce qui est publié est faux » en 2005. Ah ok. Bon bah on a de la chance que cet article-là soit pas faux du coup. Vous voyez qu'on retrouve la même logique que pour le gouvernement et les masques. Le Lancet nous a menti sur ça, alors sur quoi il a menti d'autre ? Tiens, pourquoi on veut pas de la chloroquine ? Nos élites scientifiques, INSERM en tête, préfèrent miser sur un nouveau médicament, le Remdesivir, déjà testé en Chine, avec à la clé une toxicité avérée pour les reins, un médicament à $3200 et surtout qu'on avale avec une seringue. Et moi, ce qui me choque, c'est que la population française ne tilte pas. Big Pharma dans ses œuvres ? L'humanité a changé, radicalement, en 2 mois. Alors là, non. Autant le reste, je sais pas, autant non, l'humanité a pas changé, en tout cas pas en 2 mois. C'est même tout le problème. On a hérité de notre ancêtre le Cro-Magnon prudent, qui faisait pas confiance au buisson, une certaine méfiance. Et une grande capacité à identifier des motifs et des séquences, même quand il n'y en a pas. Karen Douglas et Clara Di Innocencio ont mené une étude sur 223 cobayes en 2018. Un ordinateur tirait de façon aléatoire une pièce parfaite, qui retombait donc soit sur pile, soit sur face. Les cobayes devaient noter à la fin de la série s'ils reconnaissaient une séquence. De 1 pour pas du tout à 7 pour clairement c'est une séquence. Il devait ensuite évaluer de la même manière si les théories complotistes courantes étaient plausibles. Par exemple,
L'homme n'a jamais marché sur la Lune, comme si la Lune existait. Ensuite, il renouvelait l'expérience pour des théories que les chercheurs venaient d'inventer. Et enfin, il notait une dernière fois des événements surnaturels, comme des histoires de fantômes. Résultat, plus les cobayes reconnaissaient des séquences de pile ou face, plus ils croyaient aux 3 autres formes de récits. Et corollaire intéressant, si les chercheurs leur disaient de faire attention aux séquences, ils en détectaient encore plus. Du coup, avant de voir la suite, j'ai un conseil pour vous. Cherchez l'erreur. En fait, nous vivons dans des sociétés qui sont politiquement organisées autour de la corruption. Donc le principe de la corruption est un principe générateur, est une force motrice de nos sociétés politiques. Cette affirmation peut être vraie ou fausse. Ce serait difficile à prouver et carrément impossible à réfuter. Bref, c'est vraisemblable, un cas parfait de fait alternatif. Et pour savoir ce qu'on allait vivre 11 ans plus tard, en 2020, il suffisait de lire la page 250. Là encore, la page 250 est étonnamment descriptive de ce qu'on vit en 2020. C'est un fait. Mais les autres 287 pages, elles disaient quoi? Bienvenue chez Bill Gates, l'étonnant informaticien devenu le grand spécialiste des virus, après avoir échoué à les maîtriser chez Microsoft. Bill Gates et sa fameuse conférence TED de 2015, vue 38 millions de fois. Là encore, un fait, Bill Gates s'est intéressé au virus. Ce sont des milliardaires qui sont derrière cette répétition générale soutenue par l'OMS. Et est-ce qu'on pourrait pas légitimement dire, au vu de la conférence, qu'il cherchait à nous prévenir des risques? Bill Gates nous annonce une guerre pire que le nucléaire. Se prépare-t-elle dans cet univers de nouveaux mondes? Le documentaire nous renvoie ensuite de Bill Gates à Jacques Attali. Et il écrivait quoi, Attali, en 2001? On puisse mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et une fiscalité mondiale, afin d'avoir les bases d'un véritable gouvernement mondial. Jacques Attali, le lobbyiste le plus visible de Paris, actif auprès de Mitterrand, Coluche ou Hollande. On peut être en désaccord avec son point de vue ultra-mondialiste, mais pas lui reprocher de l'avoir caché. Qui est cet homme qui revendique avec fierté la formation de ce président que personne n'attendait? C'est un fait. Parier en 2014 sur l'accession d'Emmanuel Macron à l'Elysée, c'est visionnaire. Mais Attali avait aussi annoncé qu'on élirait un président inconnu en 2017. Bon, c'est un peu comme l'horoscope, parfois a posteriori, et en retenant que ce qui nous arrange, ça tombe juste. On reprend notre trame. Depuis qu'Emmanuel Macron est président, il y a eu 213 lois promulguées et plus de 10 000 amendements adoptés à l'Assemblée. Et un de ces 10 000 amendements introduisait la possibilité d'un confinement. Coïncidence? Le 5 décembre, il y a une loi qui a été présentée pour rendre légal le confinement. C'est étonnant. C'est très étonnant. Je vous avouerai que c'est quasiment passé sous silence. Maintenant que le documentaire a identifié la trame, il nous manque l'outil principal de la conspiration. Il vient d'où ce virus? Sur l'histoire du coronavirus même, on ne sait pas grand-chose. C'est normal? Non, ce n'est pas normal. C'est un fait, on ne sait pas grand-chose du virus, en tout cas au départ. Après, je suis personne pour juger si c'est normal, mais les coronavirus sont une famille, et une famille plutôt nombreuse. Les mensonges, le premier qui vient à l'esprit, c'est l'apparition de ce virus qui serait apparu prétendument à Wuhan. Ils ont pris le virus responsable de l'épidémie de SRAS, ils ont inséré la séquence d'ADN de la malaria, et puis ils ont inséré donc 157 segments d'ADN et de protéines. Là encore, un fait. Les scientifiques du monde entier travaillent sur les virus en général et les coronavirus en particulier. À commencer par ce monsieur. Du coup, est-ce qu'il fait partie du complot? Le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. Bah alors, cocorico, le bazar mondial c'est nous. Bravo la France. Ça me rappelle Jean Reno dans Godzilla, qui bossait pour la DGSE dans le film. Du coup, je me dis, des envois de virus, ça a dû impliquer le renseignement. Ils en disent quoi les services secrets? Demandons à une lampe. Ça ressemblait même pas en fin de compte à un combat biologique. Et techniquement, c'est incompréhensible. Incompréhensible, sauf si les riches et les puissants qui se retrouvent à Davos sont derrière tout ça. Parce que maintenant qu'on a le moyen et le contexte, il nous manque le motif. Depuis 50 ans, cette organisation utilise toutes les problématiques de nos sociétés, de la pollution au réchauffement climatique, en passant par les catastrophes humaines ou naturelles pour les diriger vers un seul objectif. Alors vous voyez qu'on a ici un cadrage émotionnel avec le ton employé et la musique. Si je vous mettais la même séquence avec des petits oiseaux et du banjo, ça peut être un engagement écologique parfaitement positif. Depuis 50 ans, cette organisation utilise toutes les problématiques de nos sociétés, de la pollution au réchauffement climatique, en passant par les catastrophes humaines ou naturelles, pour les diriger vers un seul objectif. Voilà comment on passe d'un fait à un fait alternatif. Et je vous laisse décider lequel est lequel. On y retrouve Bill Gates et sa fondation. Un programme de 460 millions de dollars vient d'être monté pour faire face aux épidémies. Bill Gates et sa fondation investissent dans différentes actions humanitaires. C'est un fait. Maintenant, ce qui se cache en dessous, on peut laisser notre cerveau l'imaginer. Une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que ceux qui ont des privilèges se sentent persécutés
par ceux qui n'en ont pas. Pour que la crypto-monnaie puisse exister, il faut surtout que les capacités techniques de circulation soient mises en œuvre. Et donc, ce qui explique qu'il y a eu des décisions de mise en œuvre rapide de la technologie 5G. Parce que oui, Bill Gates investit dans les crypto-monnaies. C'est aussi un fait. Vachement éloigné de notre sujet pour l'instant, mais vous allez voir que quand on est fort pour repérer les séquences, c'est quand même jouable. Sans la 5G, il n'y a pas d'Internet des objets, ce qu'on appelle Internet of Things. Internet of Things, c'est le maillon essentiel des UN Sustainable Development Goals 2030, qui sont la base du Great Reset. Si jamais l'argent liquide disparaissait au niveau mondial et que le téléphone mobile était le simple élément de paiement, on basculerait dans un autre monde qui serait le monde de la donnée. Bill Gates, crypto-monnaie, 5G. On va basculer dans le monde de la donnée. Sinon moi, la semaine dernière, j'ai couru à peu près 30 km et c'est enregistré dans une appli qui me dit tous les jours que je suis gros. Vous trouvez ça humain, vous ? Je pense que Hitler ne disait peut-être pas les choses aussi directement. Merci, maman. Alors forcément, le grand écart est un peu grand là. Ça a l'air compliqué, mais est-ce que c'est pas juste ce qu'on veut nous faire croire ? Ce qui est compliqué en général, c'est juste pour empêcher les gens de penser ou au moins de s'approprier un savoir. Donc on va utiliser des mots bien compliqués. Clairement, les mots compliqués, il faut s'en méfier. Le même, une seconde plus tard. Il y a des inquisitions bien abscons, des apostats. Pardon, revenons à nos moutons. On a les suspects, Bill Gates et ses potes, le moyen, le virus, et les médias bien dociles. Et on sait que les grands de ce monde s'entraînent depuis des années. Mais ils s'entraînent à quoi ? On est dans la 3e guerre mondiale. C'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres. Il y a un holocauste qui va éliminer la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains. Là, écoutez, je peux qualifier ça de fait alternatif si vous voulez, mais cette dame, elle est beaucoup trop forte pour connecter les points, j'arrive plus à suivre. C'est un défi marketing unique. Comment commercialisez-vous le transhumanisme, la technocratie et l'esclavage mondial ? C'est très difficile. Éliminer 3,5 milliards de pauvres et accéder au transhumanisme. Vous voyez qu'on est parti très loin d'Olivier Véran et de ses masques. Ceux qui n'ont pas vu, comme je l'ai dit, que la dictature au niveau mondial était en train d'avancer à grands pas, n'ont encore rien vu et je ne sais pas ce qu'ils pourront dire à leurs enfants, s'ils en ont. Là, on passe à autre chose. On fait appel à la réactance. C'est une forme d'aversion à la perte, rendue encore plus puissante et douloureuse quand la perte touche nos libertés. Ceux qui doivent aller au boulot, ils vont y aller. Les autres, on va vous enfermer chez vous. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en prison. Et ce que l'histoire récente montre, c'est qu'à chaque fois qu'on a passé des législations d'exception pour faire face à une menace de quelque chose contre quoi on était en guerre, ces législations ont perduré bien après, dans la durée. Qu'est-ce qu'on voit avec les restrictions de mouvement ? C'est qu'il n'y a plus personne qui prend le train. Et que quand on arrive sur le quai, on a des policiers en armes qui viennent vérifier si vous avez bien le masque. Chaque fois que nous perdons une part de liberté au nom de la sécurité, au nom de la santé, on ne les retrouve plus. Qu'est-ce que ce sera si demain il y a une nouvelle épidémie, s'il y a un autre virus ? Ce sera pire encore. Donc ceci me fait penser qu'en fait, on ne va pas en sortir. L'idée, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, on est biaisé par la rareté. On en reparlera une autre fois. Et encore plus par la raréfaction et la pénurie. Si on regarde l'histoire des révolutions, elles n'arrivent pas après une éternité d'oppression comme on le pense souvent. C'est plutôt des phénomènes qui arrivent quand tout allait pas trop mal et que d'un coup les choses se dégradent brutalement. Du coup, c'est parce qu'on était parfaitement libre jusqu'ici qu'on réagit aussi fort à la privation de liberté en Occident. Wuhan et son confinement strict ont envoyé personne dans les rues par réaction. C'est toute la beauté des dictatures. Avant de continuer, je vous propose de faire le point sur ce qu'on a vu jusqu'ici. En digne héritier des Cro-Magnons prudents, on cherche à relier les points pour former les séquences. C'est d'ailleurs ce que faisaient les astrologues grecs qui voyaient des grandes ours et les Cassiopées dans les étoiles. Et on réagit de façon épidermique à la pénurie soudaine de liberté, comme la bourgeoisie française qui s'est insurgée après les pénuries et les famines liées aux mauvaises récoltes de 1787 à 1789. Mais pour comprendre ce documentaire, il nous manque encore une clé de lecture, celle de la preuve sociale. L'expérience de Stanley Milgram en 1961 illustre parfaitement ce point. Il s'est arrêté au coin d'une rue passante et a fixé le ciel pendant 60 secondes. Résultat, 4% des passants se sont arrêtés et ont fait comme lui. Il a ensuite renouvelé l'expérience, mais cette fois avec des complices qui regardaient le ciel avec lui. Plus ils étaient nombreux à fixer le ciel, plus les passants s'arrêtaient pour regarder avec eux. En fait, il se passe exactement la même chose quand votre entourage se met à partager Hold Up sur Facebook, Instagram ou TikTok, ou encore quand un abruti comme moi en fait une vidéo sur YouTube. Léon Festinger a démontré dans ses travaux en 1954 que plus on voyait de gens autour de nous qui croyaient à une information, et plus on avait tendance à y croire, nous aussi. Bien plus récemment, une étude a démontré que quand on est exposé à des fake news de façon prolongée, on les juge dignes d'être repartagées, même si on sait pertinemment qu'elles sont fausses. Et dans le même ordre d'idée, le biais de confirmation va venir enfoncer le clou. On s'intéresse qu'à ce qui va dans le sens de nos opinions préétablies, et on dénigre les contre-arguments quand on les relève. Revenons à notre documentaire.
Si on est convaincu qu'une bonne partie de ce qu'on vient de voir est faux, et que Bill Gates ne prévoit pas de faire tuer 3,5 milliards d'êtres humains, comment est-ce qu'on peut faire pour en convaincre les autres? Depuis la sortie de Hold Up, j'ai vu deux approches. D'abord, le fact-checking. On vérifie point par point ce qui a été avancé, et on démontre que c'est faux. Le problème, c'est que c'est contre-productif. Et ça a été montré dans une étude de l'Université du Michigan. Ils ont présenté à un panel de cobayes une brochure sur les faits et les mythes à propos des vaccins contre la grippe. Ils leur ont ensuite immédiatement posé une série de questions, et une écrasante majorité du panel avait bien enregistré que les faits étaient vrais et que les mythes étaient faux. Mais une demi-heure plus tard, quand ils leur ont reposé les mêmes questions, les mythes étaient beaucoup mieux retenus, et ils avaient été enregistrés comme des faits avérés. C'est quand même génial le biais de négativité. Du coup, les auteurs de l'étude recommandent de ne pas mentionner les fake news et de se focaliser uniquement sur l'information juste. Le truc, c'est qu'une autre étude de Brendan Nyan et Jason Reffler a démontré que présenter des preuves circonstanciées à quelqu'un fermement convaincu du contraire, ça faisait que le renforcer dans sa conviction. Quand on nous présente un élément nouveau, ça crée une dissonance cognitive, et comme c'est désagréable pour notre cerveau, il construit une rationalisation encore plus forte de son opinion de départ. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Bon et enfin, dernier problème, pour faire du marketing de comptoir, je dirais que l'audience du Monde, quand il fait un article pour fact-checker Hold Up, elle est sans doute déjà persuadée que le documentaire répand des contre-vérités. Et je pense aussi que dans le même temps, ceux qui pensent au contraire que Hold Up nous expose des vérités qui dérangent, s'informent ailleurs. Et j'ai pas vu d'article de fact-checking sur Rêve de Souche ou Polémia. Bon, donc le fact-checking, ça marche pas. Deuxième option, interdire tout simplement le documentaire. C'est la petite musique qui monte, et les plateformes le retirent discrètement de leur catalogue. Sauf que déjà, on est en 2020, et l'effet Streisand est plus fort que jamais. Rappelez-vous, en 2003, Barbra Streisand avait essayé de faire retirer d'internet des photos de sa résidence à Malibu. Et alors que ça intéressait personne avant, non seulement elle a pas réussi à supprimer les images, mais en plus tout le monde s'est mis à vouloir les voir. Salut, tu veux voir ma photo de la maison de Barbra Streisand. Donc, vouloir faire retirer Hold Up, ça pousserait probablement les gens à le chercher encore plus, et il y aura toujours un site de streaming underground ou un torrent pour le télécharger. Ensuite, une étude de Vorchel, Arnaud et Baker de 1975 qui s'est intéressée aux effets de la censure sur notre intérêt. Ils ont testé l'avis des gens sur les dortoirs partagés sur les campus universitaires. Ce qui en est ressorti, c'est qu'en disant aux étudiants qu'une conférence qui dénonçait les dérives de ces dortoirs avait été supprimée par la censure, ils se mettaient à eux aussi y être défavorables. Donc, censurer Hold Up devrait logiquement juste renforcer la sympathie des gens pour les idées que le documentaire véhicule. Logiquement, tout le contraire de ce que les censeurs potentiels recherchent. D'ailleurs, et je vais me permettre ici de donner mon opinion, Hold Up est à mon sens un documentaire un peu bancal et pas super bien écrit. Je dis ça sans jugement, parce que cette vidéo, c'est la preuve que j'aurais pas fait mieux. Mais du coup, je pense vraiment que le film est moins convaincant quand on le regarde que quand on en entend parler sur les réseaux sociaux avec 2-3 extraits percutants à l'appui. Mais je referme la parenthèse. Alors si le fact-checking marche pas, et que la censure en est même contre-productive, qu'est-ce qui nous reste? L'humanité, la compréhension et l'amitié. On est tous des animaux sociaux. Notre place dans le groupe, elle est plus importante que la vérité. Et du coup, de plus en plus, avec l'effet bulle des réseaux sociaux, on vit dans l'ère des faits alternatifs. On tord la réalité pour qu'elle s'adapte à la vision de la tribu, à son identité. La conséquence, c'est que les seuls contre-arguments audibles viendront de l'intérieur. Et tous ceux qui partagent Hold Up en disant « nous sachons » sont avant tout nos voisins, nos amis, nos proches, et il y a même quelques comptables. Le documentaire, si vous regardez bien, il joue lui-même sur ce tribalisme. Il montre que penser qu'on nous cache des choses et qu'il y a un complot derrière la pandémie, ça fait pas de nous des idiots, qu'il y a des gens très brillants qui pensent comme nous. C'est Montaigne, il a connu non pas la Covid-19, il a connu la peste. Taux de létalité du temps de Montaigne proche de 100%. Mortalité. Rappelons que le taux de mortalité de la Covid-19 est entre 0,3 et 0,5%. Ça n'a rien à voir. Mais en Allemagne, en Italie, en Espagne, tout comme aux États-Unis, des centaines de médecins se font entendre depuis plusieurs mois. Des commissions d'enquête extra-parlementaires sont créées. Dans la rue, les Allemands montrent l'exemple et répondent à la menace de cluster en descendant par dizaines de milliers. En Suisse, des lanceurs d'alerte transforment leur salon pour remplacer des médias dogmatiques. Des citoyens qui se révoltent, des présidents qui soignent, ça change. Et honnêtement, il y a même un de ces témoins auquel moi j'aurais envie de m'identifier. Cet homme s'appelle Florian Gommet. C'est un jeune explorateur français. À la sortie du confinement, il a pris ses jambes à son cou pour montrer qu'il existait sans doute d'autres solutions pour garder la pleine santé. Oui, il y a d'autres solutions. Et il y a probablement aussi d'autres histoires à raconter, d'autres lignes qui relient les points, d'autres séquences à souligner et à partager. Et peut-être même, j'espère, que ces autres séquences impliquent pas la mort de 3,5 milliards de pauvres. Peut-être que ces histoires, c'est l'histoire avec un grand H, et que ça pourrait réconcilier des tribus qui se comprennent plus, que ça pourrait réconcilier les faits et les mythes. Alors si vous voyez des amis autour de vous qui partagent Hold Up, allez leur parler, pas pour contredire leur vision du monde, mais pour en construire une autre, ensemble. Demandez-leur leurs sources, demandez-leur s'ils les jugent dignes de confiance, parlez-leur de la méthode scientifique, de la façon dont on peut poser des hypothèses. Dites-leur que c'est même quelque chose qu'il faut encourager, qu'on a le droit d'être créatif, que c'est une très bonne chose.
mais qu'ensuite ces hypothèses, il faut les questionner, les démontrer et les vérifier. Et que tant qu'on peut pas prouver quelque chose, ça a peut-être les airs et les attraits du vraisemblable, mais c'est pas vrai pour autant. Et oui, je sais, c'est tout un programme, et c'est plus facile à dire qu'à faire. À bientôt.